Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc poursuivre la réflexion sur la question de la catégorisation. Donc je vous rappelle simplement que j'avais, à titre introductif, commencé à examiner cette question de la catégorisation à partir d'un cas exemplaire où nous avons un continuum disons, au plan matériel, au plan de la description du monde. Les couleurs se décrivent comme des longueurs d'onde qui varient d'une manière continue, mais notre perception est discontinue. Nous avons des noms de couleurs et nous discrétisons, c'est-à-dire nous découpons ce continuum de longueurs d'onde dans des parties qui varient selon les langues, et la question est donc de savoir si cette partition effectuée par les langues a un impact ou non sur notre perception. Donc les deux hypothèses, c'est est-ce que cette discontinuité qui est observable dans notre expérience des couleurs, est-ce qu'elle, puisqu'elle n'est pas dans le monde externe, est-ce qu'elle est produite par notre système cognitif en raison de propriétés générales du système perceptif, ou bien est-ce qu'il y a des propriétés linguistiques qui jouent, c'est-à-dire donc des noms de couleurs qui font que nous percevons différemment. J'avais donné cet exemple du japonais qui a un seul mot pour le bleu et le vert, et puis de la distinction entre deux types de bleu, bleu foncé et bleu clair, bleu foncé sini en russe et goluboy pour le bleu clair. Alors, je vais revenir donc sur cet article puisque nous en avions parlé la semaine dernière, mais je pense que j'ai dû aller un peu trop vite et je voudrais revenir sur ce texte pour que les choses soient bien claires. Alors, si on reprend la présentation que donnent les auteurs donc de cet article qui prétend que l'étude sur les bleus en russe montre qu'il y a un effet du langage sur la discrimination des couleurs. Donc, les Russes font une distinction de couleurs font obligatoirement une distinction de couleurs entre le bleu clair goluboy et le bleu foncé sini. Donc, ils font une étude pour voir si cette différence linguistique a des conséquences sur la discrimination des couleurs. Ils testent des locuteurs russes et anglais dans une tâche en mesurant la vitesse de discrimination de la couleur, à partir donc de stimuli qui jouent sur la frontière entre le sini et le goluboy, donc entre les deux bleus du russe. Ils trouvent que les locuteurs du russe sont plus rapides pour discriminer les deux couleurs quand ils sont dans deux catégories différentes en russe, soit sini, l'un dans sini, l'autre dans goluboy. On va revoir ça en détail, c'est ça peut-être qui n'était pas très clair. Donc plus rapide pour discriminer les deux couleurs quand ces deux couleurs sont dans deux catégories différentes que lorsque les deux couleurs appartiennent à la même catégorie. Et puis ensuite, donc, il y a cette idée que cet avantage catégoriel est éliminé lorsqu'on a une tâche verbale en parallèle, mais pas une tâche spatiale. Par ailleurs, ça c'est un point que je ne vous avais pas expliqué, mais que je vais ajouter aujourd'hui comme complément, ces effets sont plus forts lorsque on a affaire à des discriminations plus difficiles, c'est-à-dire quand les couleurs sur lesquelles on effectue le test sont plus proches. Bien, et puis les locuteurs de l'anglais, eux, ne réagissent exactement de la même façon, quels que soient les cas de figure. Alors, le dispositif expérimental est donc celui-là. On a un échantillon de teintes qui vont du plus clair, qui est le russe goluboy, au plus foncé sini. Et donc, on demande, le test consiste à demander lequel des deux carrés a la même teinte que le carré modèle qui est en haut. D'accord ? Donc,
je vous indique ici ce qui est précisé par les auteurs, 20 stimuli de couleur qui s'étalent sur le continuum Cini-Goluboy ont été utilisés. On leur a montré les couleurs dans une triade. Leur tâche était d'indiquer aussi rapidement et précisément que possible lequel des deux carrés en bas était identique au carré en haut. Et donc, pour certains essais, le distracteur, donc ici, vous voyez, la bonne réponse, c'est le carré de gauche, hein, qui est le même que celui du haut. Ce qu'on appelle le distracteur, c'est le carré qui ne correspond pas, hein, c'est la mauvaise réponse, le distracteur. Et c'est là qu'est toute l'astuce de l'expérience, et c'est cela, sans doute, que je n'ai pas expliqué assez clairement la dernière fois, c'est que, dans certains cas, hein, le distracteur était de la même catégorie, c'est-à-dire les deux carrés du bas appartiennent soit clairement au côté Goluboy, soit clairement au côté Cini, d'accord ? Soit les deux là appartiennent soit à Cini seul, soit à Goluboy, donc sont tous les deux des bleus foncés ou des bleus clairs, si vous voulez. Et dans d'autres cas, l'un des carrés appartient à la catégorie Cini et l'autre à la catégorie Goluboy, d'accord ? Donc, quand le carré distracteur était dans la même catégorie que la couleur test, on appelle ça donc les essais à l'intérieur de la catégorie, et dans les autres cas, c'est les essais, disons, intercatégoriels, cross-category. Et donc, pour les Anglais, évidemment, pour les anglophones, toutes les couleurs sont du bleu, sans plus de précision. Alors, ce que montrent les résultats, c'est que, donc, alors attendez, ouais, j'ai inversé les deux diapositives. Ce que montrent les résultats, c'est que lorsque vous avez trois conditions, donc une condition où il n'y a aucune interférence, c'est-à-dire juste ils font le test avec les trois couleurs, une autre condition dans laquelle ils font en même temps une tâche spatiale, et une troisième situation d'interférence dans laquelle ils font une tâche verbale. Les locuteurs du russe, donc c'est le graphique de gauche, lorsque on est donc, alors vous voyez le point important, c'est est-ce que les deux carrés du bas qui sont testés appartiennent à une seule et même catégorie Goluboy ou à deux catégories différentes, un à Cini, l'autre à Goluboy. Alors, lorsque on est à l'intérieur d'une seule et même catégorie, vous voyez que le temps de réaction est significativement plus long que lorsque les deux bleus appartiennent à à deux catégories différentes. D'accord ? Lorsque les deux bleus sont un Cini, l'autre Goluboy, le temps de réaction est plus rapide parce que, bien sûr, les Russes voient bien ces deux couleurs et donc ils peuvent faire le lien avec le modèle, qui est le carré en haut, plus rapidement. Tandis que lorsque les deux bleus sont dans la même catégorie, le temps de réaction est plus long. Quand on compare aux locuteurs anglophones, vous voyez que là, il y a les barres d'erreur, hein, ça veut dire ici qu'il n'y a pas de différence significative, hein, puisqu'on est, compte tenu des barres d'erreur, dans le même résultat. Donc, ça c'est le premier résultat, c'est que, indépendamment du fait que, effectivement, le temps de réaction des Russes est plus grand que le temps de réaction de l'anglais, ce qui est normal, puisque, comme ils ont deux bleus, ils hésitent plus. Hein. Mais ce qui est important comme distinction, c'est le fait que, selon que les deux bleus de départ sont ou non dans la même catégorie Cini ou Goluboy, on a une réaction différente en termes de temps de réaction. Alors qu'on n'a aucune différence de ce genre dans le cas des anglophones. Donc c'est bien que la présence, enfin, de ces deux termes, de ces deux noms de couleurs pour les Russes, a un impact sur leur perception des couleurs. Alors ce qu'on remarque ensuite quand on utilise les deux tâches d'interférence spatiale et verbale, c'est que la tâche spatiale ne change rien, c'est-à-dire que
les possibilités l'avantage catégoriel, comme disent les auteurs de l'article, possédé par les locuteurs du russe est maintenu. En revanche, lorsqu'on a une tâche verbale en même temps, donc lorsque le système cognitif impliqué dans les tâches verbales est occupé à autre chose en même temps que cette tâche de discrimination de couleur, eh bien, vous voyez qu'on a, compte tenu des barres d'erreur, plus aucune différence. Donc, ils se retrouvent dans la même situation que les anglophones. Autrement dit, la différence fonctionne uniquement online. La différence entre les locuteurs du russe et les locuteurs de l'anglais fonctionne uniquement online. Alors la deuxième étude que je n'avais pas, le deuxième résultat que je n'avais pas commenté la dernière fois et que j'indique ici, c'est la différence, le fait que les résultats sont beaucoup plus marqués lorsqu'on est dans des couleurs proches que lorsqu'on est dans des couleurs plus éloignées. C'est-à-dire quand les teintes sont très proches, on a des résultats en termes de différence de compétences différence de résultats entre les Anglais et les Russes qui sont plus nettes. Alors le graphique là, il est construit sur une différence, une comparaison des distances, c'est-à-dire on calcule la différence entre le temps de réaction moyen à l'intérieur d'une catégorie et celui entre les catégories. Donc c'est pour ça qu'il y a des résultats négatifs, c'est-à-dire là ça veut dire que lorsque on est dans cette tâche-là, le résultat est positif. Donc le résultat de la différence entre le temps de réaction moyen à l'intérieur des catégories et à l'extérieur des catégories est positif. Ça veut dire que le temps de réaction à l'intérieur des catégories est beaucoup plus grand. D'accord ? Alors que là, ça veut dire que le temps de réaction, lorsqu'on est dans la situation cross-catégorie, est beaucoup plus grand. D'accord ? Bon, sans entrer dans le détail, vous voyez que ce que vise à montrer ce schéma, c'est que cette partie-là, très contrastée en termes de résultats, s'oppose à toutes les autres, et donc ça signifie que lorsqu'on a des couleurs proches, cette différence impliquée par l'existence en russe de deux noms, de couleurs différents pour le bleu, est plus marquée. Donc c'est ainsi que les auteurs résument leurs résultats. Donc les locuteurs du russe ont montré un avantage catégoriel lorsqu'ils sont testés sans interférence, alors que les locuteurs de l'anglais n'ont pas cet avantage catégoriel, donc c'est ce que montrait la figure auparavant. Et puis l'avantage catégoriel trouvé pour les locuteurs russes est donc interrompu si on a une tâche verbale, mais pas si on a une tâche spatiale qui intervient en interférence. Les locuteurs de l'anglais n'ont pas d'avantage de catégorie pour aucune des conditions. Et en outre, les effets des langues sont plus prononcés lorsqu'on a des discriminations plus difficiles, c'est-à-dire des teintes de couleurs qui sont plus proches. Alors, deux remarques complémentaires pour terminer le commentaire de cet article. Je vous lirai en détail, je ne vais pas traduire l'ensemble de ces deux extraits de l'article, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils insistent bien sur le fait que le problème n'est pas que les locuteurs de l'anglais ne peuvent pas distinguer entre les deux teintes de bleu. Bien sûr, ils peuvent. Mais ce qui est intéressant, c'est que les locuteurs du russe ne peuvent pas ne pas les distinguer. C'est-à-dire, c'est là où on a un impact sur le système cognitif de la structuration des langues. Le fait que ces deux mots existent fait qu'ils ne peuvent pas éviter cette discrimination, et
du coup, le fait que cette distinction entre deux noms de couleurs, ils ne puissent pas l'éviter, c'est cela qui induit des différences dans les performances entre les locuteurs du russe et les locuteurs de l'anglais. Ensuite, il y a une autre remarque intéressante sur la question la façon dont on peut envisager l'hypothèse relativiste de Sapir-Whorf dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc, ils disent la chose suivante, la question worfienne est souvent interprétée comme une question de savoir si le langage affecte les processus non linguistiques. Alors, si on pose la question de cette façon, ça présuppose que les processus linguistiques et non linguistiques sont complètement dissociés dans la cognition humaine ordinaire, de sorte que beaucoup de tâches sont accomplies sans l'implication du langage. Et leurs résultats les conduisent à une approche différente de cette question du relativisme, et qui serait de se demander jusqu'à quel point les processus linguistiques sont normalement impliqués lorsqu'on est dans des tâches qui sont apparemment non linguistiques. Donc par exemple, la simple perception de discrimination, même sans utiliser de mots. Vous voyez, parce que dans le test qui a été fait là, sur les différents bleus avec le russe, on n'utilise pas de mots. On dit juste, par un moyen disons, informatique, on dit juste c'est le bon carré, c'est le mauvais, etc. Mais il n'y a même pas besoin de mots. Donc là, ce qui est intéressant, c'est, et ça correspond bien, si vous voulez, à un courant de recherche contemporain, et cela correspond très bien à l'esprit général que j'ai essayé de vous exposer des linguistiques cognitives, c'est l'idée de cette interaction des processus linguistiques avec d'autres processus cognitifs. Les processus linguistiques au plan cognitif ne sont pas encapsulés, ne sont pas isolés de tout le reste. Il n'y a pas un endroit de votre cerveau qui s'occupe du langage et tout le reste qui s'occupe d'autre chose. Il y a une interaction fondamentale qui fait que tout votre corps, d'une certaine façon, est engagé lorsque vous parlez. Et c'est un peu une des façons de comprendre l'idée que la cognition est embodied, incarnée. Alors, j'avais déjà fait le bilan sur ce problème de la catégorisation des couleurs. Je n'y reviens pas. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que c'était plus... Disons que je comprends mieux la différence entre le temps de réaction des Russes et le temps de réaction des Anglais. Ouais. D'après ce que vous avez dit, en fait, un processus de reconnaissance visuelle, qui est purement visuel, met en œuvre des capacités linguistiques chez les Russes, parce qu'ils sont culturellement habitués à ça. Oui. Et ces facultés de reconnaissance, finalement, alourdissent pour eux le processus de reconnaissance, ce qui explique le temps de réaction supérieur. Voilà, et non seulement il y a le temps de réaction supérieur, mais ce qui est surtout important, c'est que quand les échantillons de couleurs sont dans deux catégories différentes et quand ils sont dans la même catégorie, ça change complètement leur temps de réaction. Ce qui montre que la frontière entre les deux types de bleu a un impact direct sur leur perception. Vous voyez ? Et ça, c'est quand même un résultat intéressant. Parce que on a, il y a d'autres expériences du même ordre sur d'autres aspects, mais on a là un exemple typique de cas où on voit bien que notre perception du monde est d'une certaine façon influencée par notre langage. Mais influencée, attention, online, c'est-à-dire quand on monopolise en même temps ces facultés linguistiques. Si on cesse de les monopoliser pour cette tâche, tout d'un coup, l'avantage disparaît. Et encore une fois, je trouve que la formulation qu'il donne ici est intéressante. La différence, c'est que ça n'est pas que les anglophones n'ont pas accès à cette distinction, parce que les anglophones, les francophones, etc., on peut distinguer des bleus clairs, on peut distinguer des turquoises, toutes sortes de bleus différents. Mais là où on va avoir une véritable différence, c'est lorsqu'on considère que
les locuteurs du russe ne peuvent pas éviter de la faire. Elle est automatique. Hein. Alors, ça me fait penser qu'une étude intéressante qui pourrait être faite justement sur des locuteurs sans parler de changement de langue, c'est que, à mon avis, si vous prenez des locuteurs français, mais par exemple des gens qui font des arts plastiques, des peintres, qui sont habitués à discriminer des couleurs avec, pour eux, un bleu, c'est pas un bleu, c'est un turquoise, un bleu marine, etc. Alors, ça pourrait être intéressant de faire une étude comme ça pour voir s'il y a le même genre de résultat. C'est-à-dire si quelqu'un qui a une expérience de la discrimination des couleurs, une habitude, qui a habitué son système perceptif à discriminer des bleus différents, par exemple, ou des rouges différents. Est-ce qu'il a également, est-ce qu'on peut mesurer une différence de temps de réaction par rapport à des locuteurs d'une langue donnée qui n'auraient aucune compétence particulière dans ce domaine et qui, pour eux, qui verraient du bleu, du rouge, etc. Là, voilà, à ma connaissance, une étude de ce genre-là n'a pas été faite et ça serait intéressant de le faire. Oui. J'aimerais donner un exemple qui est vraiment atypique oui. Dans ma langue de mère, en fait, c'est le kabyle. Oui. Je suis kabyle algérienne. Chez nous, on appelle le bleu et le vert par la nuit. C'est le même mot qu'on utilise pour désigner le bleu et le vert. On diffère juste par une petite comparaison. Alors le bleu c'est azigzao et le vert c'est azigzao aussi. Okay, mais on ajoute juste une petite comparaison. Vert c'est l'herbe. Donc on dit, si j'essaie de traduire en français, ça va me donner c'est bleu comme l'herbe. Donc du coup ça donne le vert. D'accord. D'ailleurs, la France, elle n'arrête pas d'utiliser ça. Pour ça, je pense qu'il y a un autre mot, carrément, je pense que pour désigner le vert, qui est vert. C'est assez nouveau. Nouveau? Oui, c'est assez nouveau. C'est par rapport à une plante verte. Et quand ma tante, elle me dit de ramener, surtout quand j'étais petite, elle me dit de ramener un truc comme ça vert. Elle me dit bleu comme l'herbe. Je lui dis non, c'est pas bleu comme l'herbe, c'est vert. Donc, je sais pas. D'accord. Oui. Alors écoutez, c'est intéressant comme exemple, très intéressant. On est un peu dans cette situation. Je vous donnais cet exemple du japonais, là, tiré de cet article 50 Shades of Grue, qui est effectivement un certain nombre de philosophes et de logiciens qui appellent cette couleur le grue. C'est green et blue. Donc c'est glue. Le kabyle apparemment a une couleur qui serait le glue. Donc là, on pourrait effectivement à ce moment-là tester des choses sur la possibilité de discrimination d'un continuum entre le vert et le bleu à ce moment-là. Hein. Mais je pense que beaucoup de langues ne font pas la différence entre le bleu et le vert. Hein. Il faudrait vérifier, mais bon, il y a des études sur ce genre de sujet. Mais là, vous voyez, le type d'étude un peu générale, c'était celle qu'on a vue précédemment sur les couleurs focales, etc., parce qu'il faut prendre en considération, bien sûr, les couleurs focales uniquement, au moins pour étudier la façon dont, dans les langues du monde, les couleurs sont dénommées. C'est un sujet extrêmement vaste qui est vraiment loin d'être épuisé, et qui est tout à fait intéressant parce que c'est vraiment un problème de catégorisation typique. Donc voilà, la question reste ouverte sur la problématique de savoir jusqu'à quel point, la problématique de savoir quels sont à l'intérieur des différents types de segmentation, celles qui sont les plus courantes dans les langues, celles qui sont les moins courantes. Par exemple, je disais donc que la distinction entre le bleu et le vert, elle n'existe pas en kabyle, elle n'existe pas en japonais, au moins pour les couleurs focales. Bon, il y a sans doute d'autres langues dans lesquelles elle n'existe pas. Est-ce que parmi vous, il y a d'autres... vous aviez parlé la dernière fois en grec du problème du bleu. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Oui. Non, mais en fait, je voudrais revenir un peu sur comment on dit le terme en japonais.
japonais. Oui. J'ai fait une petite recherche sur... en fait, c'est le même caractère. En fait, la conception de Ao, ça vient du chinois. Oui. Et c'est la même caractère, donc c'est la même forme. Mais ce qui est intéressant, en fait, la forme en chinois, je veux dire, la caractère Qing, c'est la couleur, c'est la même conception, mais c'est plutôt vers une couleur plutôt vert. Mais en japonais, c'est plutôt vers la couleur bleue, comme ce que vous avez dit. Mais en tout cas, c'est une couleur entre bleu et vert. D'accord. Oui, c'est ça. C'est entre bleu et vert, mais il y a une différence entre le japonais et le chinois. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Mais la conception vient du chinois, en fait. La conception à l'ancien. D'accord. À l'ancien, ça vient du chinois, et après, ça a changé un peu en japonais. Donc, avec l'histoire, je sais pas oui. quoi, mais, oui. D'accord. Mais alors, en chinois, si j'ai bien compris, le Ao signifiait regroupe bleu et vert. Non, mais c'est une couleur en fait, c'est une couleur entre le bleu et vert. Ah. Oui, c'est ça. Mais il y a d'autres mots pour le bleu et d'autres mots, un autre mot pour le vert. C'est ça. Ah, oui. d'accord. Oui. D'accord. Oui, c'est ça. D'accord. Donc ça n'est pas tout à fait. Ce schéma, il est un peu trompeur. C'est-à-dire que, au fond, cette couleur-là, en japonais ou en chinois, vous ne diriez pas Ao. Ça c'est bleu. Plutôt, ça, en chinois, ça, je ne sais pas en japonais c'est quoi, mais en chinois c'est plutôt pas. C'est pas Ao en tout cas. Ouais. Le Ao c'est plutôt, je dirais, la couleur de rivière, par exemple, de couleur du Rhône. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui, une couleur bleu-vert d'une rivière. Oui. C'est ça. Bleu turquoise, sinon quelque chose comme ça, oui. Oui, d'accord. Oui, donc merci pour cette remarque. Ça montre que ce schéma que j'ai emprunté ici est très trompeur, parce qu'on a l'impression qu'il y a un seul mot pour désigner l'ensemble des couleurs, alors que Ao, manifestement, désigne simplement un intermédiaire entre le vert et le bleu. Hein. Mais ça peut être bleu ou bleu, ça peut être bleu ou vert. Ah, d'accord. Par exemple, le mot ça... C'est toujours compliqué en chinois. Non, mais ça peut être les trois couleurs en fait. D'accord. C'est vraiment compliqué, parce que si on dit seulement la couleur, c'est vraiment la couleur genre bleu turquoise ou quelque chose là, mais après, si c'est pour décrire, genre on peut utiliser ce terme pour décrire par exemple la pelouse, c'est vert en fait. Oui. Oui, c'est ça. Et on peut utiliser aussi pour décrire le ciel, mais c'est bleu. Ah, d'accord. Bon, donc le schéma est quand même assez juste. Ok, je comprends. Mais il apporte cet élément de plus qu'on peut désigner. Alors, vous voyez, là, du coup, on a une sorte d'instabilité quand même assez difficile à comprendre. D'accord, merci beaucoup. Oui, alors, allez-y. Ça me fait juste penser, parce que moi je suis italienne, et en italien on a un terme qui peut signifier l'entre-deux, et finalement il est très sujet au sujet parlant. Effectivement, c'est verde acqua, c'est le vert. Ah, vert d'eau, oui. Et on peut le dire de quelque chose qui est plutôt vert ou de quelque chose qui est plutôt bleu. Ça dépend de comment on soit. Effectivement, donc c'est assez proche du Ao intermédiaire entre le vert et le bleu. Oui, d'accord. Ce qui est intéressant en grec, et en fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse, c'est qu'à un deuxième niveau, et comme pour beaucoup de langues, nous apprenons donc des couleurs d'autres langues. Mais ce qui est intéressant, c'est que en grec, pour désigner des couleurs à partir des objets, on a créé une terminaison, donc comme un morphème, qui n'existait pas dans la langue, qui n'existait plus en français, mais qui veut en fait imiter l'accentuation du français. Alors, on prend un objet, on met un i, et on accentue les mots au pénultième, à la syllabe pénultième, comme ça se passe dans tous les mots français, pour créer de nouveaux mots. Par exemple, qu'est-ce que je dirais, on a par exemple l'aubergine, qui est melidana, et on dit melidani, ou on dit lachani. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, après, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on a aussi bleu, on a adapté comme blé parce qu'on n'a pas le voyelle, on a la même voyelle en français. Mais là, il y a un deuxième ce qui est intéressant, pourquoi on a adapté les couleurs. C'est quoi la raison
d'emprunter la couleur, mais aussi imiter une autre langue, mais qui n'a pas cette manière de fonctionner. Oui, si je comprends bien ce que vous dites, vous preniez cet exemple du morphème qui permet de transformer des mots grecs en les faisant ressembler à des mots français, vous le prenez comme un phénomène général qui s'applique à des couleurs. Mais même dans des dictionnaires étymologiques, il n'y a pas vraiment de réponse pourquoi ça se passe. Et ça, c'est une analogie en tout cas, mais le problème c'est que je ne vois pas où... Alors, oui, c'est une sorte d'analogie à la langue française, seulement au niveau d'accentuation, au niveau de l'accentuation des mots. Oui, alors, je ne sais pas pourquoi plutôt le français que l'italien ou l'espagnol, etc., ou les discriminations de couleurs. Si on prend le cas du bleu qui n'existait pas vraiment, donc qui n'existait que sur le mot azur, ce que vous expliquiez la dernière fois, on pourrait dire qu'à un moment donné, dans une société un petit peu mondialisée, on a besoin d'unifier, disons, les terminologies des couleurs, et on ressent un manque du côté de la langue grecque pour désigner l'équivalent du bleu, blue, blau, etc., qu'on trouve en espagnol, en italien. Mais la question qui demeure, c'est pourquoi l'influence plutôt française à ce moment-là. Cela dit, comment on dit en italien bleu? Ah oui, azzurro, bah oui, ça c'est encore autre chose. C'est pas la couleur focale, azzurro. C'est bleu. Oui. Moi, par exemple, je ne fais pas de différence. Comme si... c'est genre bleu clair. Il y a un bleu clair. Oui. Par exemple, en grec, on a deux mots. On a thalassie, qui est, en fait, c'est thalas, ça c'est la mer. Oui. Et thalassie, pour décrire couleur de la mer. On a aussi galasion, qui est la couleur, je dirais, du ciel. D'accord. Et en fait, d'après nous, moi je pense que pour moi c'est la même chose, c'est la même couleur. C'est un bleu clair, comme on dit bleu français, bleu. Oui, on utilise thalasio et thalassie ou galasio. Mais après, par exemple, l'orange. Non, mais azur alors par rapport à ces deux mots. Vous disiez qu'en grec on avait. Azur, oui, on utiliserait d'une manière figée qui annonce. Comme par exemple Côte d'Azur qui a Myrtille, c'est la Côte d'Azur. Oui. Mais on n'utilise plus oui. la couleur. D'accord. Et par exemple, il y a un autre exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le mot orange, portocali, et la couleur c'est portocali. Et je sais pas pourquoi on fait comme ça. D'accord. Bon, je ne pourrais pas vous le dire. En tout cas, vous voyez qu'il y a toutes sortes de problèmes qui se posent autour de ces questions de dénomination de couleurs. Et oui, le vert et le bleu ont l'air d'être particulièrement problématiques. Bon, il faudrait explorer la question plus en détail, ce que je n'ai pas fait pour ma part, mais je pense que, à mon avis, il y a des études déjà sur la question du vert et du bleu dans différentes langues, parce qu'il y a quand même beaucoup de travaux sur les couleurs, mais je pense qu'on est loin d'avoir résolu tous les problèmes. Alors, je ne reviens pas sur... Quelqu'un avait posé une question sur le daltonisme, je pense que c'est un autre problème, et je n'y reviens pas parce que c'est vraiment une question que je ne maîtrise pas du tout. Alors, je voudrais maintenant passer, donc, on a pris le cas des couleurs comme étant un cas standard de problème de catégorisation, parce qu'on voit bien là qu'on passe du continu à du discontinu. Alors maintenant, je voudrais qu'on réfléchisse d'une manière plus générale sur le concept de catégorisation, à partir d'un article très célèbre de William Leiboff, vous voyez un article de 73, qui se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une tasse et qu'est-ce que c'est qu'un bol. Donc, il a fait un travail pour faire varier, vous voyez, le diamètre, par exemple, ou la hauteur, est-ce qu'il y a un pied ou pas, dans quel cas on va parler d'une tasse, par exemple. Bon. Alors, la première, si vous voulez, quand on prend en considération la première variable, qui est donc le diamètre du récipient, on obtient la chose suivante, c'est que il y a un seuil, vous voyez, à partir de ce diamètre-là, au-delà duquel on va beaucoup plus systématiquement parler d'un bol. Vous voyez, là, on parle de bol à 0%, 0%, 0%,
0%, et à partir de au-dessus de cette taille, on commence, au-dessus de cette taille-là, on va commencer à parler de bol. Alors que lorsqu'il est question de tasse, cup, on va à 100% parler de tasse pour le diamètre 1, pour le diamètre 2, c'est un petit peu moins grand, pour le diamètre 3, ça reste stable. Le diamètre 4, là, vous voyez, commence à chuter. Et donc, il y a un moment où ça se croise, où le diamètre est tel qu'on ne parle plus du tout de tasse, mais toujours de bol. Alors, ce qui est intéressant, c'est... Donc, cet exemple, il est très bien pour vous montrer que les catégories, les frontières des catégories ne sont pas nettes. Où finit la tasse, où commence le bol? Voilà, une question métaphysique intéressante. Alors, l'étude, plus précisément, a montré que la catégorisation est différente lorsqu'on a un contexte. C'est-à-dire, lorsque à l'intérieur des récipients, vous mettez de la nourriture, par exemple du riz, eh bien, les effets de catégorisation sont complètement différents. Vous voyez, là, on a reproduit les deux premières courbes en trait plein. La première cup ici, la deuxième bowl. Et en pointillé, on a donc le résultat, ici pour cup, ici pour bowl, lorsque on a mis de la nourriture. Et vous voyez que dès qu'il y a de la nourriture, déjà, c'est pas à 100%, qu'on va dire tasse, et dès que le diamètre s'élargit un petit peu, on commence à plus parler de tasse. Et inversement, lorsqu'il y a de la nourriture dans les récipients, on commence à parler de bol beaucoup plus tôt, jusqu'à un certain seuil, et ensuite ça baisse, pour une raison qu'on va voir tout à l'heure. Donc, vous voyez que la catégorisation, ce n'est pas l'objet tout seul, c'est aussi l'objet dans son contexte qui va faire qu'on va catégoriser. Alors là, n'est pas pris en considération le fait qu'il y ait une anse ou pas, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors quand on regarde dans le TLFI, les définitions de base de tasse et de bol, vous voyez qu'elles ne prennent pas tellement en considération ces problèmes de frontières catégorielles. On a l'impression que c'est clair dans le dictionnaire, qu'une tasse c'est un petit récipient à anse ou à oreille, donc il y a toujours un truc pour tenir. On va voir que ce n'est pas toujours le cas, dont on se sert pour absorber une boisson généralement chaude. Bon, cela dit, voilà, une boisson, rien ne vous empêche de mettre de la nourriture dans une grande tasse. Et puis le bol, pièce de vaisselle. Alors vous voyez comment les deux choses sont définies différemment, alors qu'on a aussi affaire à une pièce de vaisselle dans tasse, de forme généralement hémisphérique, chose qui n'est pas précisée pour tasse alors qu'elle est aussi hémisphérique, servant à prendre certaines boissons, alors que le bol peut aussi contenir de la nourriture. Bon, donc je donne ces exemples pour montrer que le recours au dictionnaire n'est pas toujours suffisant pour caractériser les frontières des catégories. Alors, pour essayer d'aller plus loin, allons là où on aura des informations précises sur les tasses et les bols, c'est-à-dire sur le site d'IKEA, où effectivement on peut aller voir comment sont présentées les choses. Je vais vous parler tout à l'heure des problèmes de catégorisation que pose le site, mais voilà comment est présenté le bol. Vous voyez qu'il apparaît comme un continuum avec les assiettes cette fois-ci, plus avec les tasses. Et c'est pour cette raison que quand on élargit trop le diamètre du bol, même dans un contexte de nourriture, surtout dans un contexte de nourriture, tout d'un coup le pourcentage baisse. C'est parce que le bol devient une assiette à ce moment-là, comme on le voit bien ici. Donc, ce qui apparaît dans cette présentation catégorielle d'IKEA, c'est plutôt le continuum de l'assiette et du bol. Bon. Maintenant, passons aux tasses. Alors, le problème, c'est que les tasses, ce n'est pas des tasses, c'est des mugs chez IKEA. Bon. Alors, ok, on peut dire mug, mais quand on regarde un peu plus loin, on voit que tout d'un coup, on a ici tasse à expresso, alors que tous les autres sont des mugs. Alors pourquoi ? Ça, c'est vraiment une capture d'écran du site. C'est incompréhensible. Alors, quand on regarde mieux, on trouve la chose suivante.
il faut aller chercher les informations. C'est-à-dire que vous voyez que la tasse à expresso, elle a une hauteur de 6 cm et une capacité de 8 centilitres, alors que le mug a une hauteur de 7 cm, bon, quand même, c'est significatif, mais surtout une capacité de 23 centilitres, de même ici 24, c'est-à-dire que le diamètre est beaucoup plus grand, ce qui n'apparaît pas du tout ici, évidemment. Hein. Là, ça n'apparaît pas, visuellement. C'est toute la différence entre le café américain et le café italien. Oui, non, mais je veux dire que visuellement, là, quand vous regardez ces objets, vous n'avez pas l'impression que la tasse à expresso est plus petite. Vous voyez le mug, on sait un millilitre. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Après, ça implique des différences culturelles. Alors, voilà donc un autre problème de catégorisation. Quand est-ce qu'on a affaire à une tasse, à un mug, alors bon, à un bol, à une assiette. Bon, c'est rien ce problème, mais n'empêche que ça montre un peu nos problèmes de catégorisation. Alors maintenant, quand juste quelques images pour vous montrer à quel point ces questions de catégorisation sont devenues cruciales dans l'usage d'Internet. C'est que pour trouver un objet sur un site comme Ikea, mais on pourrait faire la même chose avec des sites de vêtements, avec des sites de n'importe quoi, c'est que pour trouver l'objet, alors soit vous avez un moteur de recherche qui est bien fait, vous tapez le nom de l'objet et puis vous le trouvez tout de suite, mais si vous cherchez dans les catégories, parce que ce qu'a fait le concepteur de ce site, c'est bien de procéder à une opération de catégorisation de l'ensemble des objets qui sont vendus par Ikea. Et voyez que déjà, il a différencié, bon, laissons tomber l'ordre alphabétique, mais par fonction, il y a une catégorisation par fonction et une catégorisation par pièce. Alors, admettons, là, pour fonction, que vous cherchiez un tapis de bain. Bon, vous voulez acheter à Ikea un tapis de bain sur le site d'Ikea. Vous allez le trouver où? Alors, vous vous dites un tapis de bain. Alors, par fonction, là, c'est difficile à trouver. Hein. Oui, mais tapis, alors, vous le trouvez dans quoi, tapis? Il n'y a pas de... Ici, alors vous le trouverez dans l'autre catégorisation par pièce. Par pièce, vous avez donc un autre système de catégorisation avec des catégories et des sous-catégories. Vous voyez, on a les pièces, c'est la grande catégorie, des sous-catégories qui sont l'entrée, le salon, la salle à manger, la cuisine, et plus loin la chambre, le bureau, etc., la salle de bain. À l'intérieur de chacune de ces catégories, vous avez des sous-catégories, c'est-à-dire rangement, vêtements et chaussures, et des sous-sous-catégories, armoire, commode, etc. Alors effectivement, le tapis de bain, vous le trouvez ici dans les textiles liés à la salle de bain. Mais il faut aller chercher dans la catégorisation par pièce et pas dans la catégorisation par fonction. Ce que je voulais souligner rapidement avec cet exemple, mais encore une fois, on aurait pu prendre n'importe quel site de vente par Internet pour l'illustrer, c'est que les questions de catégorisation se posent aujourd'hui, encore peut-être d'une manière plus aiguë qu'autrefois pour présenter, disons, les produits à vendre. Alors, maintenant, pour revenir à des descriptions plus traditionnelles, on définit les catégories par deux caractéristiques qui sont leur extension et leur intention. Alors, je prends un premier exemple non linguistique pour expliquer les notions d'intention et d'extension. Prenez l'ensemble des nombres pairs en mathématiques. Vous pouvez le définir comme ça. L'ensemble des nombres pairs, c'est l'ensemble P des entiers naturels, donc n, petit n appartient à n, grand N, c'est l'ensemble des entiers naturels, tel que il existe P élément de n, donc un autre élément dans les entiers naturels, tel que n égale 2P. Donc, autrement dit, l'ensemble des nombres pairs, c'est l'ensemble des nombres divisibles par 2. D'accord ? Ça, c'est la définition en intention. C'est-à-dire, c'est une sorte de caractérisation abstraite, générale. C'est pas tout à fait exact. Ah oui ? Il faut mettre pour tout n, oui, d'accord. Très juste. Donc, c'est une caractérisation abstraite, on appelle ça une définition intentionnelle. En intention, on dit aussi en compréhension. Et puis, une définition
une autre définition possible, qui va être une définition cette fois-ci par extension, extensionnelle, c'est une énumération, c'est la liste des différents nombres pairs, éventuellement avec des pointillés qui va indiquer qu'on poursuit la série, hein, mais les nombres pairs, c'est l'ensemble de 4, 6, 8, etc. Bien. Alors, si on prend maintenant une catégorie linguistique, chien, la définition du dictionnaire, ça va être une caractérisation intentionnelle, d'accord ? C'est-à-dire une définition type de dictionnaire. Alors par exemple pour chien, mammifère carnivore, très anciennement domestiqué, dressé à la garde des maisons et des troupeaux, à la chasse ou bien élevé pour l'agrément. Donc vous avez une définition de la même manière qu'ici, qui est une caractérisation générale, abstraite, qui contient un certain nombre d'informations. On vous dit que c'est un mammifère, qu'il est carnivore, qu'il est domestique. Donc l'intention, elle comprend un certain nombre de caractéristiques. Comme tout à l'heure, pour les nombres pairs, il fallait que ce soit des entiers naturels, il fallait d'autre part qu'ils soient divisibles par 2. Alors que la définition extensionnelle, c'est-à-dire l'extension du nom chien, c'est l'ensemble de tous les êtres que vous pouvez nommer chien. C'est-à-dire un chien, un autre, etc. C'est ça l'extension du nom chien. L'ensemble de tous les êtres que vous pouvez nommer chien. Donc, l'extension d'un nom, ou d'un syntagme nominal d'ailleurs, ou d'un concept, hein, c'est l'ensemble des êtres ou objets auxquels le nom est applicable. Et là, il y a une règle, si vous voulez, logique, hein, qu'on appelle la loi de Port-Royal, qui est que l'extension et l'intention varient en proportion inverse. C'est-à-dire que plus l'extension est grande, plus l'intention est petite, et plus l'extension est petite, plus l'intention est grande. Pourquoi ? Parce que si vous prenez, par exemple, si vous comparez chien et mammifère, si vous les comparez en termes d'extension, forcément, mammifère a une extension beaucoup plus grande que chien. D'accord ? Puisque les chiens, c'est un sous-ensemble de l'ensemble des mammifères. Donc, si vous prenez l'extension, c'est-à-dire l'ensemble des êtres ou objets auxquels le mot est applicable, tous les chiens sont dans l'ensemble des mammifères. Donc, mammifère a une extension plus grande que chien. Le nombre de choses que ça peut désigner est beaucoup plus grand que le nombre de choses que peut désigner chien. Même si c'est infini. Vous voyez que le nombre... Je ne peux pas dire combien il y a de chiens dans le monde aujourd'hui, bien sûr, mais c'est un ensemble infini. Mais même s'il est infini, je sais que de toute façon, il y en a moins que l'ensemble des choses que je peux nommer mammifères. Bon, l'extension est plus grande. Mais ce qui est important, c'est de remarquer que du coup, si l'extension de mammifères est plus grande que l'extension de chien, en revanche, l'intention de chien est forcément plus grande que l'intention de mammifère. Pourquoi ? Parce que vous définissez chien à partir de mammifère. Donc forcément, pour donner une définition de chien, il faut donner non seulement l'information que c'est un mammifère, mais il faut donner des informations supplémentaires pour dire de quel mammifère il s'agit. Donc vous augmentez l'intention, vous augmentez le nombre de propriétés définitoires du chien. Donc autrement dit, plus vous avez beaucoup de propriétés définitoires, plus vous avez quelque chose de précis, donc une grande intention, quelque chose de précis, mais si c'est précis, l'extension va être petite. Et inversement, si vous avez peu de propriétés définitoires, vous aurez une intention faible, mais une extension très grande, parce que le mot va avoir une valeur très générale. Oui ? Alors, si j'ai bien compris, pour faire une définition attentionnelle, il faut obligatoirement passer par l'extensionnelle ? Non. Une définition de dictionnaire, elle est forcément intentionnelle. Ici, quand je dis la définition intentionnelle, ça signifie que la définition de dictionnaire, elle caractérise l'intention du nom chien. Et une définition extensionnelle du nom chien, c'est simplement dire la liste des chiens, donner la liste des chiens. Hein ? C'est l'ensemble des objets que je peux nommer chiens. D'accord ? Ça se caractérise en termes ensemblistes, l'extension. C'est un ensemble de choses qui peuvent porter un certain nom. Et ce qui est intéressant à comprendre ici, c'est effectivement ce rapport de proportion inverse entre intention et extension.
Plus un terme est général, plus son intention est faible, mais plus son extension est grande. Plus un terme est précis, plus son intention est grande, c'est-à-dire plus le terme est précis, plus il faut des propriétés définitoires pour le définir, et donc, si c'est un terme précis, son extension va être plus faible que des termes plus généraux. Donc, les notions à retenir ici, c'est la notion d'extension d'une catégorie ou d'intention d'une catégorie. Donc, c'est l'intention d'une catégorie avec un S. C'est l'ensemble des propriétés définitoires de la catégorie. Et puis, on parle, pour parler des membres de la catégorie, on parle de membres ou d'instances ou d'occurrences encore de la catégorie. D'accord ? Donc, un chien particulier est un membre ou une instance de la catégorie chien. Quand on utilise le mot chien pour désigner des chiens, pas par exemple quand on l'utilise pour une insulte ou je ne sais quoi. Bien sûr. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce point ? Bon, écoutez, je vous remercie de votre attention. On poursuivra sur cette question en examinant 2 modèles de catégorisation la semaine prochaine. Voilà, à la semaine prochaine, merci.